Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces émissions spéciales élections. Vous le savez, ce 25 mai, nous votons, votez pour qui vous voulez, mais votez, vous le savez, chaque jour nous avons un parti. Aujourd'hui, c'est le CDH, la liste numéro 14. Et pour la région de Bruxelles-Capitale, nous avons la chance d'avoir à notre micro Christophe de Beukelaar. Bonjour. Bonjour. 17e sur la liste de 14 du CDH et Benoît Serex, 2e sur cette même liste. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue ici. Alors d'abord en quelques mots, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous vous présenter? On va commencer avec Christophe, qui est le plus jeune des deux. Je crois ne pas trahir un secret, même si la radio, ce n'est pas de l'image, c'est la vérité. Alors Christophe, en quelques mots, qui êtes-vous et pourquoi vous présentez-vous aux élections sur les listes du CDH? Moi, je m'appelle donc Christophe de Beukelaar, comme vous l'avez rappelé, j'ai 26 ans. Dans ma vie, je suis entrepreneur, j'ai une petite société active dans l'e-commerce. Ouais. Et voilà, je me suis engagé il y a 1 an et demi maintenant en politique. Il y a un peu pourquoi cet engagement en politique? Voilà, il y a un peu 2 grandes raisons. Après mes études, j'étais parti 1 an faire un tour du monde à vélo. Oh. C'était une expérience fabuleuse dont je pourrais parler des heures, mais il y a une chose que j'ai appris là, c'est qu'on vivait quand même dans un pays, dans une région magnifique et que voilà, j'ai voulu m'investir pour ça. Pour les autres, donc, si je comprends voilà, bien. Tout à fait, pour créer un vivre ensemble, en fait, plus fort dans notre région. Ça, c'est un. Et puis 2, il y a un sentiment général chez les jeunes, mais chez les gens en général, de politique tous pourris. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, ou bien les politiques sont vraiment tous pourris, et alors il faut changer quelque chose, et j'ai envie de m'investir pour. Donc, vous êtes investir pour voilà. Ou bien c'est pas vrai, ou bien ouais. c'est pas vrai, et on doit l'expliquer, et sans doute que la vérité est un peu au milieu, qu'il y a des choses à changer, et qu'il y a aussi des choses à mieux expliquer. Donc voilà, j'ai envie de m'investir pour rapprocher la politique des gens. Alors Benoît, on vous connaît, vous êtes bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, vous avez été également ministre de l'Emploi et de l'Économie en région de Bruxelles-Capitale, et donc vous repartez pour un tour. Je repars pour un tour et c'est vrai que depuis 20 ans, j'ai un engagement fort pour la région bruxelloise. Et qu'est-ce qu'on a dû se battre au cours de ces dernières années pour faire reconnaître Bruxelles comme 3e région à part entière dans ce pays, à l'égal de la région wallonne et de la région flamande. Justement, là, vous me tendez une perche pour aborder le sujet qui va arriver. Et désolé de vous couper la parole, mais le temps qui nous est compté est très court. La région de Bruxelles-Capitale, cette région où nous vivons, elle est importante et il y a une certaine volonté flamande de la cogérer avec les Wallons d'un côté, les Flamands de l'autre et nous les Bruxellois. Qu'est-ce qu'on devient dans tout ça? Quel est votre avis? Alors ça, c'est hors de question. Soyons clairs, on ne s'est pas battu pendant 20 ans pour obtenir que Bruxelles soit une 3e région. Elle a été, et c'est un des acquis de la réforme institutionnelle, a été justement refinancée 500 millions d'euros pour faire face aux défis auxquels on doit faire face. Donc il est exclu qu'à un moment donné, et je sais que c'est la visée de certains, mais on veuille co-gérer Bruxelles depuis la Flandre ou depuis la Wallonie. C'est le retour en arrière avant 89, c'est ce qui se passait, puisque là, c'était des ministres wallons ou des ministres flamands qui considéraient ce qu'il y avait lieu de faire pour Bruxelles. Donc Bruxelles aux Bruxellois. Bruxelles aux Bruxellois. Bruxelles, et on s'est battu pour ce faire, et aujourd'hui, ce sont les Bruxellois qui doivent gérer la région bruxelloise. Et si à un moment donné, du côté flamand, parce que les menaces viennent de ce côté-là, il ne faut pas s'en cacher, si à un moment donné, on voulait aller dans ce sens-là, il faut savoir qu'on dira à la NVA et à ses amis que s'ils veulent ça, ils peuvent partir, mais ce sera sans la région bruxelloise. Alors cette région, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu à l'étroit dans ces 19 communes? On a parlé souvent de l'Interland, un mot pas très français, mais donc de la communauté métropolitaine, le poumon économique qui va en dehors de la ville. Vous avez été ministre de l'économie. Que pensez-vous de cet Interland et de l'éventuelle possibilité, est-ce un rêve, je ne sais pas, d'élargir la région aux communes qui l'entourent? Alors, c'est clair que l'interland socio-économique de Bruxelles, il n'est pas limité aux 19 communes. Il faut savoir que rien qu'à l'intérieur des 19 communes est déjà produit de 20% de la richesse nationale. On parle toujours des transferts de la Flandre vers la Wallonie. Dans ce pays, c'est Bruxelles qui transfère vers la Wallonie et vers la Flandre. On ne le dit jamais, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, l'interland socio-économique, ça va, c'est 65 communes. Est-ce que c'est pas un rêve? Est-ce que c'est possible? Alors, vous savez, l'extension des frontières de la région bruxelloise, c'est évidemment quelque chose qui est souhaitable, mais on sait très bien, et ça fait des années et des années qu'on se heurte à un niet absolu du côté flamand qui ne veut pas céder 1 centimètre de son territoire. Ce que nous avons obtenu dans la négociation institutionnelle, c'est la mise en œuvre de ce concept de communauté métropolitaine.
concept auquel je crois beaucoup, à condition qu'on lui donne du contenu. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Mais dans le domaine de la mobilité, dans le domaine du développement économique, dans le domaine de l'emploi, moi j'ai d'ailleurs fait des accords de coopération avec la Flandre qui sont des accords win-win. Donc il faut collaborer. Alors moi, je vais jeter un pavé dans la mare parce que j'entends dire, ici ou là, certains partis flamands, qu'il pourrait y avoir un double emploi entre les communes et la région. Vous avez été ministre régional, vous êtes bourgmestre, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il faut mieux collaborer entre la région et les communes. Aujourd'hui, on a un gouvernement régional, on a 19 communes, et parfois, on voit qu'on se regarde en chien de faïence. Oui, c'est pas forcément productif, du coup. Non, donc je pense qu'il faut qu'on puisse déterminer des objectifs communs, qu'il y ait un cadre commun, et puis que les communes puissent, en fonction de ces objectifs, les décliner sur base de leur spécificité locale. Je ne suis certainement pas pour la suppression des communes. J'ai été ministre, je suis maintenant bourgmestre, je vois toute l'utilité des communes, mais je plaide pour beaucoup plus de collaboration, de synergie entre les uns et les autres. Alors oui, un petit mot. Oui, moi je voulais juste revenir parce que vous avez posé une question intéressante qui disait est-ce que on se sent pas trop à l'étroit à Bruxelles ? Et je voulais quand même partager un sentiment sur le fait que les gens, principalement peut-être les jeunes, se sentent surtout à l'étroit dans ce débat et ce sujet omniprésent d'institutionnel. Nous, depuis qu'on sait lire un journal, on a l'impression de parler que de ça d'élection en élection. Nous, on se sent avant tout bruxellois, belges, européens. On est international, on a déjà beaucoup bougé, on est mobile. Les langues, ça nous amuse d'apprendre des nouvelles langues. On a envie de découvrir d'autres cultures. Et donc, voilà, on aime aussi la belgitude, que Stromae maintenant a fait revivre, les Diables Rouges. Bon, tout ça, ça nous enthousiasme, on le voit. Et donc, le débat institutionnel, le problème, je suis d'accord que c'est un outil, mais il faut très vite en sortir parce que ça fatigue beaucoup de monde. Alors, on va en sortir d'ici quelques instants parce qu'il y a plein de choses dont parler concernant la région de Bruxelles-Capitale, la mobilité, l'emploi, etc., etc. Mais ce sera juste après une petite respiration musicale. À tout de suite. Nous sommes de retour dans cette émission spéciale élection avec aujourd'hui le CDH qui est la liste numéro 14 avec Christophe Debeuquelard, 17e sur la liste et Benoît Serex, 2e sur cette même liste CDH. Ça va bien les gars toujours ? Oui, toujours la forme. Pleine forme. Alors on va rentrer maintenant dans des sujets qui concernent plus le quotidien des Bruxellois et parmi ceux-ci, la mobilité. Il devient assez difficile de circuler à Bruxelles en voiture, que ce soit en raison des personnes qui rentrent dans la ville ou bien toutes les personnes qui y circulent. Qu'est-ce que vous pensez de ce trafic automobile ? Est-ce qu'il faut le limiter ? Et si oui, comment ? Qui veut prendre la parole ? Christophe, peut-être ? Oui, alors évidemment, il y a des solutions à trouver parce que là, la situation devient intenable, on vit tous les jours. Et les solutions, elles sont très multiples et ça va être difficile en un temps si court d'aborder tous les sujets. Ah, c'est le challenge, réussir à donner l'idée dans un timing assez court. Tout à fait. Moi, si j'aimerais aborder deux thématiques. Tout d'abord, le vélo. Je vous ai dit là tout à l'heure, j'ai fait le tour du monde à vélo. J'ai aussi, pendant ma campagne, fait un tour de Bruxelles à vélo. J'en reviens là les 10 derniers jours. Donc une alternative à la voiture, c'est ce que vous proposez. Une alternative à la voiture. Et ce qu'on remarque avec le vélo, c'est qu'il y a une progression constante des utilisateurs de vélo ces dernières années, mais cette progression est en train de stagner depuis l'année passée. Parce que les infrastructures ne s'y prêtent pas ? Et donc la réponse, c'est ça, c'est qu'on a réussi à convaincre ceux qui étaient facilement convaincables, disons, ces dernières années, et que maintenant, si on veut vraiment encourager le vélo, il faut aller chercher les autres et aller un pas plus loin dans les infrastructures. Et qu'est-ce que vous proposez ? Alors, il y a toute une série de mesures, mais c'est clair que, par exemple, sur les grands axes, il faut quand même essayer d'avoir des lignes droites pour les vélos. Ça a l'air très bête, mais si à chaque carrefour, le vélo doit traverser, aller sur le trottoir d'en face et retraverser pour à nouveau arriver sur la piste cyclable, ça ne marche pas. Et donc, ce genre de choses, essayer d'encourager le vélo sur les grands axes. Sur les vélos, il y a déjà eu de l'avance. On parle aussi de vélos électriques. C'est aussi quelque chose qu'il faut analyser. Et alors, une deuxième mesure pour parler d'innovation. En tout cas, moi, j'ai été très, très étonné du sort qui a été réservé à l'initiative Uber ici en région bruxelloise. J'allais vous en parler. Voilà, on avait là quand même un chouette projet. Alors, peut-être expliquer pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas. Donc, Uber est une société qui concurrence les taxis bruxellois. Ça existe dans plein d'autres villes, à New York, à Berlin, à Paris. Et donc, c'est une société privée qui propose une alternative. Et c'est vrai que souvent, la nuit, on n'a pas forcément envie de prendre son vélo quand on revient d'une soirée ou autre. Et donc, on va rentrer chez soi, soit avec les transports en commun, soit avec les taxis. Donc, Uber est une alternative qui a été un petit peu décriée par la ministre Brigitte Groels. Et donc, vous alliez nous donner votre point de vue. Allez-y. Voilà.
Mais on parle beaucoup d'Uber, il faut aussi parler de Jump, qui est une start-up bruxelloise qui commence à s'implanter en France aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir. Ça permet, avec son smartphone, de se mettre en contact avec d'autres utilisateurs de la voiture qui sont dans le coin et qui vont au même endroit que vous. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle du covoiturage dynamique. Et ça permet vraiment de trouver une solution à toute heure du jour et de la nuit. Si on met tout le monde qui roule en voiture en réseau, ça permet de faciliter la vie des nafteurs. Mais il ne faut pas voir ça comme une concurrence. Moi, je pense au contraire qu'on va agrandir le gâteau. Donc le CDH est favorable à Uber qui vient travailler à côté des taxis et non pas en concurrence. Tout à fait. Par contre, il faut créer, et parce que j'ai rencontré les gens de Jump et Uber, il faut évidemment travailler un cadre législatif qui leur permette de faire ça dans toute légalité et éventuellement avec une certaine contribution aussi. Donc ça, il faut l'organiser, mais pas dire non sans s'y intéresser. Alors on ne peut pas parler de la mobilité sans parler des transports en commun à Bruxelles. La STIB, beaucoup l'utilisent. Est-ce qu'il faut encore améliorer la STIB et si oui, en quoi? Qui veut prendre la parole? Très clairement, et c'est là, à mon avis, un des grands enjeux de Bruxelles au cours des 10 prochaines années, c'est offrir une alternative crédible à la voiture, ce qui n'est malheureusement pas suffisamment le cas aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a 224 000 voitures qui rentrent et qui sortent tous les jours de Bruxelles? Je ne connaissais pas le chiffre exact, mais je savais que c'était beaucoup. Voilà. Ça, ce sont les nafteurs, des Flamands et des Wallons qui viennent travailler ici à Bruxelles. Alors, que faire pour éviter que ces gens ne pénètrent aujourd'hui dans la ville? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus au CDH? Alors, l'extension, très clairement, plus de saupoudrage en matière de transport en commun, l'extension des lignes de métro. Et des lignes de métro qui vont jusqu'aux frontières ou même en dehors de la région bruxelloise. Ça veut dire au carrefour Léonard. Ça veut dire au-delà du Ezel. Ça veut dire à Zaventem, avec des parkings de persuasion ou de dissuasion, qui fait que les nafteurs peuvent déposer leur voiture dans ce parking pendant la journée et prendre les transports en commun, le métro, qui est, aux yeux de tous les utilisateurs, le moyen le plus sûr et le plus rapide. Simple. Alors voilà qui est très clair. Merci pour cette réponse. On va passer à un autre sujet et il n'est pas mince. Ce sujet, c'est l'emploi. On le sait, à Bruxelles, malheureusement, il y a énormément de chômeurs. Il faut essayer de faire en sorte que tout un chacun puisse travailler. Pour la vie sociale, c'est bien de travailler. On a des contacts sociaux, on gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, que propose le CDH pour essayer de mettre à l'emploi un maximum de personnes? Qui veut prendre la parole? Oui, alors je voudrais quand même rappeler qu'au cours de ces 10 dernières années, on a créé 70 000 nouveaux emplois nets ici à Bruxelles. Ouais. Il y avait 650 000 emplois qui étaient occupés tous les jours en 2004. Il y en a aujourd'hui 710 000. Très bien. Sous les gouvernements MR, parce que j'entends beaucoup les leçons du MR aujourd'hui dans l'opposition, il n'y a pas un seul emploi qui a été créé. On était resté entre 1999 et 2004 à 650 000. Donc l'emploi, il est créé ici à Bruxelles et il bénéficie également aux Bruxellois puisque au cours de ces dernières années, 80 000 Bruxellois en plus ont eu accès à un emploi ici à Bruxelles ou en dehors de Bruxelles, grâce notamment... Il y a des accords, je crois, il y a des accords de coopération pour faire en sorte qu'il y ait plus de Bruxellois qui aillent travailler, notamment en région flamande. Et ça donne des résultats, puisque le chômage des jeunes, même s'il reste élevé, a diminué de 7% au cours de la dernière année. Oui. Bon, alors, continuer sur la lancée qui avait été initiée, c'est ça que vous dites. Continuer sur la lancée, c'est-à-dire continuer à créer de l'emploi. Et pour ça, nous proposons de réduire les cotisations sociales sur les premiers emplois. Donc pour les jeunes qui ne comprendraient pas, c'est faire en sorte que le job coûte moins cher au patron, c'est ça? Oui, 0 cotisation sociale pour le jeune qui décroche son premier emploi, pour faire en sorte justement qu'il acquiert une expérience professionnelle. 2, continuer la formation de nos jeunes, et notamment les formations en langue, et Christophe le disait tout à l'heure, c'est fondamental. On est une capitale nationale, une capitale internationale. La connaissance des langues devient un élément quasi indispensable pour décrocher un emploi ici à Bruxelles. Je reprends vos idées et les résume peut-être de manière simpliste. Faire en sorte qu'un premier job coûte rien à l'employeur donc pour qu'il engage. 2, mieux former en langue. Il y a encore une troisième idée. Et alors 3, continuer à travailler sur l'encadrement des jeunes au travers d'Actiris. C'est ce qu'on appelle la garantie jeune, faire en sorte que chaque jeune puisse bénéficier soit d'un stage, soit d'un emploi, soit d'une formation. Alors d'ici quelques instants, on va revenir avec la suite de ce sujet très important, celui de l'emploi, et on parlera peut-être de la possibilité de créer sa propre entreprise, mais ce sera d'ici quelques petites minutes, juste après ceci. Troisième partie de cette émission spéciale élection. Vous le savez, nous votons ce 25 mai pour la région de Bruxelles-Capitale. Votez pour qui vous votez, mais votez. Et aujourd'hui, pour essayer de vous convaincre,
convaincre, le CDH, la liste numéro 14 avec Christophe de Beguelard et Benoît Serrex, respectivement 17e et 2e sur la liste du CDH, le Centre démocrate humaniste. Juste avant la pause, on parlait d'emploi, comment mettre à l'emploi des personnes qui en ont besoin, mais est-ce qu'il n'est pas aussi important de créer sa propre entreprise quand on sort des études ou quand on se retrouve sans job, de se dire, voilà, moi je vais retrousser mes manches et je vais créer ma propre société et peut-être un jour donner du travail à d'autres. Christophe, un petit mot là-dessus. Oui, tout à fait. Et je peux vous en parler parce que je vous avais expliqué que j'avais fait un tour du monde à vélo. Ouais. Et le thème de ce tour du monde, c'était d'essayer de comprendre pourquoi dans les autres pays, le taux d'entrepreneuriat était nettement meilleur qu'ici en Belgique. On a vraiment un taux d'entrepreneuriat très très faible, comme le montrent toutes les études. Et on a pu sortir plusieurs conclusions de ça. Et une première conclusion, c'est que en fait, ça doit rentrer dans les mentalités. Et donc, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de réduction de charges, en termes de simplification administrative. Mais quand on demande aux vrais entrepreneurs qui entreprennent, ils disent que c'est pas ça qui les a freinés. Qu'est-ce qui les a freinés? Ce qui les a freinés, c'est une ambiance, une mentalité qui n'est pas favorable à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut changer les mentalités? Eh bien, ça doit se faire, selon moi, au niveau de l'enseignement déjà. D'accord. Vous savez, rebondir après l'échec, prendre des initiatives, calculer un risque, prendre un risque, c'est des choses qui peuvent aussi s'apprendre. Et donc, il faut dès l'enseignement obligatoire, parce que c'est avant qu'on ait décidé ce qu'on veut faire comme métier et que l'entrepreneuriat doit déjà rentrer dans les options des possibles, qu'il faut en parler. Et donc, moi, je crois très fort au fait que dans l'enseignement, est-ce que ça doit se faire par un cours spécifique? Est-ce que ça doit se faire par des modules dans chacun des cours? Quelque chose comme ça. Il faut y réfléchir avec les acteurs, les professionnels du secteur, mais l'entrepreneuriat doit déjà mettre la graine de secondaire. l'entrepreneuriat dans la tête des enfants. Tout à fait, exactement. Et puis évidemment, il faut pouvoir soutenir l'entrepreneuriat par toute une série de mesures. Les institutions c'est pas facile de lancer sa propre boîte, quel que soit l'âge, donc il faut certainement donner un petit coup de pouce aux gens qui veulent se lancer. Mais quand je vous parle des mentalités, quand on demande aux personnes qui entreprennent, et j'en fais partie puisque j'ai ma petite société, la d'e-commerce, on se rend compte qu'une fois qu'on est dedans, il y a un tas de mécanismes qui nous aident. Aussi, non? Oui, mais il y a énormément de choses qui ont été faites pour aider les entrepreneurs. Okay. Des réseaux d'aide, des endroits pour aller travailler à moindre coût, des coachs en tout genre. Il y a énormément de choses qui sont faites. Des aides aussi financières qui sont là pour les entrepreneurs. Donc la région peut aider pour et la région a déjà fait beaucoup ça, et il faut juste beaucoup faire connaître. Et puis alors, une mesure par exemple qu'on a pour faire encore mieux, c'est de permettre aux chômeurs qui devient indépendant pendant sa première année, garder son allocation de chômage de manière dégressive sur un an. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider pour empêcher le piège à l'emploi où le chômeur ne veut pas devenir indépendant parce qu'il perd toutes ses allocations d'un coup. Eh bien, voilà des idées concrètes sur lesquelles il faudra travailler, puisque là, pour le chômage, il faudra s'entendre avec le fédéral, je crois. Mais Tout à fait. Ça, quand je vous parlais que l'institutionnel nous contraignait fort. Et donc, effectivement, il faut que cette réalité soit consciente dans l'esprit de chacun. On va continuer avec une compétence bruxelloise, le logement. Donc, en région de Bruxelles-Capitale, on aimerait tous être bien, avoir son appartement, sa maison, mais ce n'est pas toujours jouable vu les moyens dont on peut disposer. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir comme ça se payer un logement. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour éviter que les Bruxellois quittent la région parce qu'ils la trouvent trop chère et ne savent pas s'offrir un bien pour se loger? Qui a envie de prendre la parole là-dessus? Je vais laisser Benoît Serrex parce que je vois qu'il trépigne de répondre, mais je voulais juste déjà ajouter quelque chose parce que le sujet, évidemment, en tant que jeune, nous parle très fort. Et qu'on a parfois l'impression aussi qu'on fait énormément pour tout ce qui est logements sociaux. On a l'impression qu'on fait énormément aussi pour les personnes âgées, par exemple, en termes de logement, aussi de home, etc. Mais c'est un autre débat. Et que, quelque part, la classe moyenne, nous qui avons des salaires corrects, normaux, 2 enseignants, par exemple, 2 personnes à la fonction publique, ce genre de choses, on tombe dans aucune catégorie d'aide et parfois on se sent un peu démuni. Et donc, c'est vraiment un gros défi pour rester habité en région bruxelloise. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors pour améliorer ça? Si on se retrouve dans aucune des possibilités d'être aidé par rapport à ce qui existe aujourd'hui. On n'est pas pauvre, on n'est pas jeune, on n'est pas vieux, on est au milieu. Et une fois qu'on est au milieu du pont, qu'est-ce qu'on fait? Alors très concrètement, parce que Christophe l'a bien dit, à mon avis, c'est l'enjeu de Bruxelles dans les prochaines années. Garder les Bruxellois au sein de notre ville, me semble-t-il. Moi, je suis bruxellois, j'ai pas envie d'aller habiter en Brabant flamand, Brabant wallon. Et garder les Bruxellois de la classe moyenne, parce qu'aujourd'hui, c'est un des échecs des politiques que nous avons menées. Malheureusement, autant on a une croissance, on a une explosion de la démographie, ce qui va avoir des conséquences aussi en matière de logement, mais on n'a pas réussi ces dernières années à conserver notre classe moyenne qui continue à quitter la région bruxelloise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Travailler sur l'acquisition d'un premier logement ici à Bruxelles. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a que 30% de Bruxellois qui sont propriétaires. Seulement? Oui, en Wallonie, c'est 60% et en Flandre, c'est 65%. Que faire pour permettre à nos jeunes Bruxellois qui travaillent d'acquérir une première propriété à Bruxelles? Eh bien, nous proposons d'élargir les conditions du fonds du logement qui permettent d'avoir un emprunt à un taux qui est extrêmement réduit. Mais pour acheter n'importe quel logement, pas forcément un logement social. Non, pas nécessairement okay, ouais. un logement social, mais pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire à des conditions qui sont bien inférieures à celles du marché. 2, on propose également de travailler sur toute une série de formes de démembrement du droit de propriété pour faire en sorte que lorsque vous achetez un immeuble, vous ne deviez payer la quotité de terrain que dans 10 ou 15 ans. 3, on souhaite aussi pouvoir différer le paiement des droits d'enregistrement. En 2 mots, pour les auditeurs, les droits d'enregistrement. Lorsque vous achetez un immeuble, vous devez non seulement payer le prix de l'immeuble, plus 12,5% qui sont les droits d'enregistrement. Eh bien, si on peut différer ça dans le temps et ne les payer que dans 10 ans, par exemple. C'est ça, donc on diminue les frais au départ, vous allez quand même devoir contribuer, mais un peu plus tard, c'est ça? Voilà. OK. Autre proposition, qui est une proposition qui touche tant à la mobilité qu'au logement, qui s'appelle Proxy Job. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'un employeur veut augmenter son employé, souvent, il le rémunère au travers d'un véhicule de société. On ne souhaite pas supprimer cet avantage fiscal-là, mais on souhaite aussi permettre à l'employeur et à l'employé de le transformer en une allocation, une intervention de l'employeur dans les frais de loyer ou le remboursement du ça, j'avais jamais entendu comme idée. Du prêt hypothécaire, c'est tout à fait possible. Et on peut contraindre l'employeur à ça? Comment c'est possible? Non, c'est dans le cadre d'une négociation avec l'employé, mais aujourd'hui, il y a énormément de voitures de société. Ouais. Eh bien, transformons cet avantage avec les mêmes déductions fiscales en une possibilité d'intervention dans le loyer ou dans le remboursement du prêt hypothécaire. Ben voilà une idée que je n'avais jamais entendue. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les auditeurs, mais elle a l'avantage d'être concrète. Merci, messieurs, pour avoir répondu à ces questions. Mais ce n'est pas fini. Ne vous en allez pas, vous non plus, chers auditeurs. On revient juste après une petite respiration musicale avec la dernière partie de cette émission consacrée au CDH. Dernière partie de cette émission consacrée aux élections avec aujourd'hui le CDH qui est la liste numéro 14 avec Benoît Serex, deuxième sur la liste. C'est pas mal cette deuxième, hein? Ben oui, c'est pas mal. Christophe de Beguelard, 17e, c'est tout pas mal aussi non plus. bien. Oui. Alors, la culture, le sport, ce sont des sujets qui nous intéressent, qui intéressent les Bruxellois. Pour qu'on se sente bien dans la ville, mais il est intéressant de pouvoir y avoir des activités, notamment assister à des concerts, des pièces de théâtre, faire du sport. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que tout un chacun puisse avoir un accès à la culture et au sport? Et qu'est-ce que le CDH et la région peut faire pour ça? Moi, j'ai tout d'abord, en effet, envie de vous parler de sport parce que c'est quelque chose qui me tient très fort à cœur. Ah oui, un cycliste comme vous. Voilà, un cycliste, hockeyeur aussi. Et c'est vrai que si on peut s'arrêter un moment sur le hockey, ça me ferait plaisir. Mais une prochaine fois, parce que là, on n'a pas le temps. Voilà. Non, parce qu'on voit typiquement, c'est une discipline sportive où on a des files d'attente pour les inscriptions dans les clubs qui sont énormes et les clubs n'arrivent plus à suivre en termes d'encadrement et aussi d'infrastructure. Et donc, je pense que là, il y a vraiment un effort à faire. C'est là qu'on peut les aider. Tout à fait, c'est là qu'on peut les aider en étant un maximum inventif. Par exemple, pour le hockey, je prends un petit exemple très concret à Woluwe-Saint-Pierre où on est bloqué depuis des années pour la construction d'un terrain de hockey au parc Parmentier. Ça parlera peut-être pas à tous les auditeurs, mais il faut là vraiment que tout le monde se met ensemble. Ici, c'est un blocage des monuments et sites, c'est très, très particulier, mais il faut se mettre tous ensemble pour créer des nouvelles infrastructures sportives, notamment dans le hockey et dans le foot où il y a énormément de demandes. Aussi au niveau de l'encadrement, je pense qu'on peut aider les clubs de sport, notamment, par exemple, par la politique d'emploi des ACS, agents contractuels subventionnés, qui permet de mettre à disposition des emplois. On le fait dans le secteur de la petite culture, enfance. peut-être aussi pour aider les promoteurs d'événements culturels. Tout à fait, je parle beaucoup de sport là, mais évidemment la culture aussi. Si on veut vraiment un Bruxelles qui vive, qui soit dynamique, qui ait des transports en commun la nuit, on n'en a pas parlé, pour pouvoir transporter les gens à des spectacles, à des concerts. Et revenir en toute sécurité aussi. Et de revenir en toute sécurité, c'est capital. Alors, par rapport au sport, on parle beaucoup du stade national qui est actuellement au Ezel. Il paraît qu'on doit le détruire pour le reconstruire ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Serex? Moi, j'ai toujours été très prudent par rapport au choix qui a été fait d'installer ce stade en région flamande. Moi, j'attends de voir comment on va trouver le financement. J'attends de voir aussi comment on va régler les problèmes communautaires dans ce dossier. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'on travaille sur l'option démolition, reconstruction du stade actuel.
Bon, je m'en réfère à ce qui a été décidé, mais je suis un peu sceptique. J'attends de voir aussi si le Sporting d'Anderlecht acceptera d'aller jouer là. Donc on verra. Je pense qu'il faut un stade, mais je ne suis pas sûr qu'il le faille à cet endroit-là. Alors, autre sujet important à Bruxelles, c'est peut-être un sentiment, mais j'entends ici ou là des personnes qui disent « je ne me sens pas tellement en sécurité ». Quand je discute avec des gens qui viennent de Wallonie, ils ont l'impression qu'on vit dans le Bronx. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment? Et si ce sentiment existe, que peut-on faire pour faire en sorte que les gens se sentent mieux à Bruxelles et n'aient pas cette peur, réelle ou fausse, de la ville? Non, alors la réalité, c'est qu'on n'est pas dans le Bronx. C'est vrai qu'il y a un certain sentiment d'insécurité qui peut régner, mais quand on voit aujourd'hui les statistiques de criminalité à Bruxelles, on voit qu'elles sont en baisse. Les résultats sont positifs. La ministre de l'Intérieur, Mme Milquet, a énormément investi dans le renforcement des corps de police ici à Bruxelles. Regardez ce qu'on a fait en termes de sécurisation des transports en commun. Rien que dans une zone telle que celle que je partage avec Woluwe-Saint-Lambert et Etterbeek, on a plus de 25 policiers en plus qui sont affectés rien qu'à la sécurisation des transports en commun. Et c'est vrai dans tout Bruxelles. Donc les choses vont mieux. Ce sentiment d'insécurité, il existe encore. C'est aussi parce qu'il peut y avoir des ghettos ici ou là, des ghettos un peu riches, des ghettos un peu pauvres. On ne se mélange pas et quand on croise un autre quartier, je ne sais pas. C'est vrai. L'intégration. C'est vrai, mais regardez dans toutes les grandes villes internationales, vous avez toujours des quartiers qui sont un quartier chinois, un quartier italien. Donc tout ça existe ailleurs. C'est pas pour ça qu'il y a de l'insécurité. Je sais pas, je pose des questions. Non. Ouais. Alors, qu'il y ait des efforts en matière d'intégration qui doivent être faits, certainement. C'est la raison pour laquelle au CDH, nous sommes pour le parcours d'intégration obligatoire. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire que quelqu'un qui arrive ici en Belgique, il doit suivre un parcours et qui passe notamment par l'apprentissage des langues. D'accord. Parler la langue on ne peut pas s'intégrer dans une société si on ne partage pas un certain socle de valeurs communes. Et donc, il faut qu'on adhère à ce socle de valeurs communes. Et d'autre part, qu'on puisse parler une des deux langues nationales, ça nous semble indispensable. Et nous voulons mettre, et ça figure dans notre projet, ce parcours et le rendre obligatoire. Alors, autre chose, et désolé, mais on ne peut pas faire abstraction de ce sujet qui intéresse tous les Bruxellois et même les autres, le vol des avions au-dessus de la capitale. Alors, le secrétaire d'État Melchior Wathelet, qui fait partie de votre parti, a été souvent critiqué pour son action. Il y a eu plein de rebondissements ces derniers jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs à ce sujet? Mais oui, c'est un sujet qui nous concerne tous comme Bruxellois. Moi, je me souviens, il y a, je pense, plus de 10 ans, j'étais tout petit, et donc ça devait être peut-être même il y a plus longtemps, j'étais campé dans le hall de l'aéroport de Zaventem avec mon sac de couchage. On était un millier de personnes, je pense, pour bloquer l'aéroport, tellement ce sujet vivait déjà à l'époque. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qui est important et où on doit vraiment, tous les Bruxellois, être tout à fait unis là-dessus. Alors, au-delà d'être unis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, donc, c'est très facile, évidemment, de taper sur M. Wathelet alors que c'est une décision collective, mais soit c'est comme ça, on est en campagne électorale, on connaît la démagogie. Mais ce qu'il faut faire, c'est ce que M. Wathelet a proposé il y a une petite semaine au gouvernement fédéral, faire en sorte que les vols soient mieux répartis. Et donc, ça veut dire que plutôt que de prendre le virage à gauche et survoler intensément Oderghem, Boisfort, Ixelles, Etterbeek, eh bien, qu'il y ait une partie de ces vols-là, chacun doit prendre sa part de nuisance, mais qu'il y ait une partie de ces vols-là qui soit redirigée vers la route du Ring et que d'autre part... Donc vers la Flandre. Vers la Flandre. Mais donc, ça veut dire qu'il va falloir négocier. Ah, mais ça va être une négociation c'est un dossier communautaire, cher monsieur. Ça, c'est clair. Et donc, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé comme ça, mais c'est gentil. Et donc, ça, il faudra à un moment donné, après les élections du 25 mai, se mettre autour de la table. Et d'autre part, qu'on préserve à tout le moins une nuit calme, donc, à savoir permettre que les gens dorment. Que les gens dorment, qu'entre 22h et 7h du matin, il n'y ait pas de survol de Bruxelles. Ce qu'on peut faire en Allemagne, ce qu'on peut faire en Hollande, on doit être capable de le faire ici à Bruxelles. Eh bien, merci pour cet avis. Il a le mérite d'être clair. On va terminer avec une question, puis vous aurez le mot de la fin. Une question sur les radios. Vous êtes aujourd'hui au micro de notre station. D'ailleurs, merci d'être venu chez nous, radio indépendante privée. Il est important, évidemment, pour nous de pouvoir nous exprimer, de vous permettre de vous exprimer, vous en tant que politique, mais aussi à tous les Bruxellois, d'où qu'ils soient. Que pensez-vous de telles initiatives? Parce que parfois, nous, on rame, on se considère un petit peu comme le petit pousset à côté d'immenses ogres que peuvent représenter les réseaux. Est-ce qu'il faut, selon vous, soutenir des initiatives telles que la nôtre?
Très clairement, oui. Et je pense que les radios privées doivent être traitées sur pied d'égalité. Quand je vois, ça paraît peut-être anecdotique, mais qu'aujourd'hui, Madame Groel, parce que vous ne pouvez pas émettre dans les tunnels, vous demande de payer des montants complémentaires, je trouve ça totalement absurde. Donc ça, il faut que ça change. D'autre part, il faut que les pouvoirs publics aussi, lorsqu'ils lancent des campagnes publicitaires, et Dieu sait qu'ils le font régulièrement, ils s'adressent à toutes les radios et pas uniquement aux grands groupes. Je pense que tout le monde doit exister avec sa spécificité. C'est ça qui fait la richesse du paysage audiovisuel national et bruxellois. Et cette diversité. Alors, merci à tous les deux. Je rappelle donc à nos auditeurs que nous avions aujourd'hui Benoît Serrex, qui vient de prendre la parole, mais aussi Christophe de Beguelard, cycliste devant l'Éternel, jeune candidat 17e sur la liste du CDH, et Benoît Serrex, 2e sur cette même liste, qui est un homme de talent, mais qui a aussi l'expérience pour lui. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin, très court. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs ? Allez-y. Mais moi, ce que je veux peut-être dire, c'est que je vais vous inviter à voter pour des jeunes. Je pense que c'est important. Vive les jeunes ! Voilà, vive les jeunes. Beaucoup de gens veulent du changement en politique. Et donc, il faut aussi voter pour ce changement. Et donc, je vous invite à voter pour les jeunes et aussi pour les partis qui ont un projet qui donne confiance, ambitieux, qui donne envie d'aller vers l'avant, et pas un parti qui oppose les uns contre les autres, qui joue sur les peurs. Il faut avoir un vote de confiance le 25 mai pour le changement et la jeunesse. Et je vous rappelle que vous pouvez voter pour plusieurs candidats d'une même liste. Merci Benoît, merci Christophe, et bonne campagne à vous. Et bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt, ciao.